Voilà, deux semaines pour négocier peut-être un accord de paix. Anthony Dabila, bonjour et merci d'être sur France 24. Vous êtes chercheur associé au Centre de recherche politique. Vous intervenez depuis Lyon, puisque vous êtes chercheur associé également à l'Institut d'études de stratégie et de défense à Lyon 3 Jean Moulin. On est passé la nuit dernière de l'apocalypse au cessez-le-feu. Pourtant, on a le sentiment qu'au fond, rien n'est réglé, à part peut-être le détroit d'Ormuz et encore. En effet, rien n'est réglé pour le moment. La liste des 10 points iraniens et celle de 15 points mis en avant par Donald Trump sont opposés quasiment sur tous les points. La question du détroit est ouverte. Alors celui-ci va être rouvert car tous les acteurs en ont besoin. L'Iran exportait 60 milliards de dollars de pétrole environ avant le début du conflit. Et donc il y a cette question du péage. Donald Trump a signifié qu'il ne voulait pas, mais les Iraniens, eux, continuent de revendiquer ce droit. Le sort du conflit, le succès ou l'insuccès va se jouer dans les négociations diplomatiques et à plus long terme sur le comportement des acteurs de la région. Alors parlons des termes du cessez-le-feu, hein. C'est pour l'instant ce qu'on a de concret. Donald Trump, lui, évoque ce plan iranien de 10 points. Il parle même d'une base de négociation viable, alors qu'il est très favorablement en faveur du régime. C'est assez surprenant, non ? Alors je pense que les Iraniens ont transmis un document aux Pakistanais à destination des Américains et qu'ils en ont rendu public un autre. Ce qui fait que la déclaration de Donald Trump est un peu étonnante parce que il revendique que les Iraniens ont donné leur accord sur la plupart, c'est pas le nombre exact, de ces 15 points, tandis que l'Iran communique sur une liste de 10 points. Mais pour reprendre les images que l'on voyait dans votre sujet, qui sont celles de manifestations et de responsables politiques qui clament une victoire iranienne, de la résistance iranienne, quand on voit le discours des responsables politiques vénézuéliens, il n'a changé quasiment en rien. Et ce sont des adaptations vraiment à la marge qui se sont faites de manière très incrémentale, très graduelle, qui ont changé la position du régime à Caracas. Et ça pourrait être aussi le cas. Là, c'est très difficile de savoir, de dénouer le vrai et le faux et de savoir qui a la main haute dans la négociation pour le moment. Oui, ça veut dire que pour l'instant, il n'y a personne qui est en position de force, si on vous comprend bien. Il y aura forcément un rapport de force et il nous est inconnu pour le moment. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les 15 points américains et les 10 points iraniens ne sont pas compatibles. Ça, c'est donc des bases de négociation maximalistes des deux côtés qui ont été rendus publics. Il y a peut-être d'autres documents qui signalent, mais le Premier ministre pakistanais a fait savoir que le cessez-le-feu incluait la campagne au-dessus de l'Iran, mais aussi celle au Liban. Et on voit que celle-ci n'a pas du tout été stoppée. Alors peut-être que le cessez-le-feu est beaucoup plus fragile, comme le disait J.D. Vance, que cela n'apparaît. Et le fait que 3 pays du Golfe ont été frappés ce matin renforcerait cette hypothèse. Mais on a du mal à comprendre là, puisqu'il y a deux textes finalement qui sont sur la table, le plan américain, le plan iranien, et Donald Trump donc a effectué un revirement à 180 degrés, parce que bon, il avait quand même intérêt à appuyer sur pause. Oui, oui, c'est clair que les deux participants avaient intérêt à arrêter Oui, les Iraniens aussi. euh, le... Oui, oui, tout à fait. Et surtout aussi les alliés des Iraniens, dont la Chine, qui essaye de faire savoir que elle serait très contente de voir un insuccès américain, mais qui a aussi besoin que le conflit s'arrête. Si on pouvait le dire en une phrase, la Chine a besoin d'un succès diplomatique sur le long terme de l'Iran, mais le moyen de gagner cette guerre, qui est de bloquer le détroit d'Ormuz, était très inconfortable pour son économie, surtout avec les petits ralentissements liés à la crise du crédit immobilier
en Chine ces dernières années. Donc, il n'y avait pas que les Iraniens et les Américains qui avaient intérêt à ce que ça s'arrête, mais beaucoup d'autres pays. Et les pressions ont dû être importantes. Maintenant, c'est comme dans une négociation immobilière. Vous voulez acheter une maison pour 200 000 euros, l'acheteur dit 300 000 et vous trouver un terrain d'entente. Est-ce que ça sera 220 000 ou 280? Eh bien, c'est à ça que l'on mesurera le succès. Voilà, donc on a bien compris que c'était une pause, c'est très précaire, c'est pas encore la paix, c'est juste un cessez-le-feu de 15 jours. Est-ce que ça fait les affaires des Israéliens qui sont sur tous les fronts et qui intensifient là, leur frappe au Liban, on va en parler dans un instant, ou est-ce que c'est un désaveu pour Netanyahou qui, lui, voulait aller encore plus loin en Iran ? C'est clair qu'Israël souhaitait avant tout un changement de régime qui était l'assurance d'une politique nucléaire renouvelée. Là, il pourrait y avoir la fin d'un programme nucléaire, mais pas la fin d'une rhétorique qui ne souhaite même pas l'existence d'Israël. Donc c'est un insuccès pour Netanyahou, mais si il arrive à sécuriser un peu plus sa frontière nord avec le Liban en affaiblissant encore un peu plus un proxy de l'Iran qui est le Hezbollah, on pourrait voir éventuellement un succès limité israélien, d'autant plus que le Hezbollah aurait un soutien moindre de l'Iran et aussi par rapport au dernier cessez-le-feu de 2024, il n'a plus le soutien de Damas. À l'époque, c'était Bachar Assad qui était au pouvoir lors du dernier épisode de force entre Israël et le Hezbollah. Maintenant, c'est Ahmed al-Shara et on sait qu'il n'autorisera pas un renforcement aussi rapide et aussi puissant de la milice chiite. Pour terminer, peut-être un mot du programme nucléaire, puisque c'était l'un des objectifs de guerre des Américains et des Israéliens. Alors on a du mal à comprendre ce qui se passe, puisqu'il y a ces fameux 444 kilos d'uranium enrichi qui sont enfouis quelque part en Iran. Donald Trump dit que les Américains vont aider les Iraniens à extraire ce matériel enfoui. On voit mal le régime iranien dire venez soldats américains, venez nous aider. C'est assez mystérieux. Qu'est-ce que vous en comprenez ? Alors, parfois, les relations internationales sont faites aussi, pas seulement de conflits et de rapports de force, mais de problèmes techniques à résoudre. Et là, Donald Trump fait mention de nuclear dust, de poussière radioactive dans l'imaginaire des retombées des années 60-70, des fallout qui ont obsédé les Américains avec l'hiver nucléaire, etc. Peut-être que les bombardements américains de juin dernier, l'opération Midnight Hammer, a provoqué un problème techniques que les Iraniens ne sont pas en mesure de résoudre par eux-mêmes, soit par manque de moyens, soit par manque de savoir-faire. Peut-être que personne d'ailleurs n'a ce savoir-faire aujourd'hui pour résoudre le problème. Il faudrait peut-être une coopération avec les Américains ou avec d'autres pays pour réussir à faire mettre fin à cette situation qui pourrait être très problématique au niveau de la santé et de la situation de ce matériel fissile que les Américains veulent récupérer, mais qui est peut-être dans un état très complexe. Oui, merci infiniment Anthony Dabila de nous avoir éclairé sur toutes ces annonces qui partent un peu dans tous les sens après ce cessez-le-feu entre Américains et Iraniens. Je rappelle, vous êtes chercheur associé au Centre de recherche politique et chercheur associé à l'Institut d'études de stratégie et de défense à Lyon.